Arnaud, ben, on va quand même faire une belle intro, hein. Bonjour Arnaud, comment ça va? Écoute, ça va bien. Je suis content d'être là. Bah écoute, moi aussi, je suis content que tu sois à l'initiative, il faut le rappeler en fait de cette thématique qu'on va aborder aujourd'hui, donc sur la gouvernance des données pour un établissement scolaire qui utilise une plateforme Microsoft. Et tu vas une fois de plus nous partager ton expérience. Et donc, comme on l'avait cité un petit peu en préambule, toi et moi, il ne s'agit évidemment pas d'une formation DPO. On va pas vraiment se concentrer sur l'axe légal des choses, mais plus sur un côté pratique, à savoir ben, comment concrètement ça fonctionne cette gestion des données dans un environnement Microsoft, quelles sont les marges d'action, les possibilités et les éventuels outils aussi, je pense, à disposition et voir un peu comment tout ça, voilà, tout ça coexiste. C'est bien ça, Arnaud? C'est bien ça. En tous les cas, on va essayer de simplifier l'approche de cette histoire d'RGPD pour les établissements scolaires, parce que ça reste quand même une obligation pour eux en particulier, hein, surtout que pour les écoles fondamentales, vous avez affaire à des mineurs. Et donc, il est important de comprendre certains concepts. Et en termes de démonstration, je vais essayer de présenter un outil basé sur la plateforme Microsoft 365 Éducation pour pouvoir mettre en place tous des outils de suivi, de gestion liés aux données personnelles qui doivent être régies par le RGPD. Magnifique, magnifique. Eh bien, écoute, je te propose de commencer alors sans plus attendre. Voilà, première chose, petite introduction au RGPD ou GDPR, en fonction qu'on prononce à la française ou à l'anglo-saxonne. Alors, mais j'ai quand même pour débuter une question pour tous nos participants. Euh, Aujourd'hui, dans vos différents établissements scolaires, académiques ou assimilés, est-ce que vous avez déjà pris en compte cette problématique de RGPD? Parce que moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques écoles et je dois dire que c'est pas forcément un sujet qui est d'actualité, malgré que ce soit pas un sujet récent. À ma connaissance, en tout cas, je dirais que c'est en effet le même feedback que toi, Arnaud. C'est pas prioritaire, a priori, Non. pour la plupart des écoles avec lesquelles j'interagis. Pour recontextualiser, je travaillais encore en école en 2018, le 25 mai, quand le RGPD a été mis en application. Et je me souviens avoir déjà à l'époque reçu pas mal de documentation et m'être moi-même assez inquiété de toute cette réglementation. Et, euh, et déjà à ce moment-là, quand j'avais soulevé un peu le lièvre au niveau des directions des écoles avec lesquelles je travaillais, j'avoue que le message que j'avais reçu, c'était oui, ça a l'air important, mais c'est pas la priorité. On est en fin d'année, puis après c'est pas la priorité, on est à la rentrée, puis c'est pas la priorité, il y a les bulletins, et finalement le truc avait été reporté au calende grec. Mais voyons un peu dans Ouais, le chat, hein, je pense que ouais, donc je vois. Martin, voilà, Johan voilà, qui dit qu'on essaye, Martin pas actuellement. Jérôme, bah, ils essaient de faire l'essentiel. Chez Laurent, il pas à sa connaissance dans son école, et chez Mathieu, un petit peu. Ouais, donc cette obligation n'est pas nouvelle, hein. Elle date quand même du mois de mai 2018. Il faut savoir que toute organisation qui traite des données personnelles est soumise à ce RGPD, donc ce n'est pas que les écoles. Alors certaines entreprises n'y sont pas soumises, n'ont pas l'obligation d'être conformes au RGPD pour des raisons particulières, les très petites entreprises et des choses comme ça. Mais dans le cadre des établissements scolaires, quelle que soit la taille de l'école, eux, ils sont obligés. Après, que ce soit au sein de l'école, au sein du PO, de la commune ou des choses comme ça, il faut qu'il y ait tout un ensemble d'outils qui permettent d'être conformes au RGPD. Alors, l'objectif ici, c'est d'aller regarder un petit peu quelles sont je dirais, les bases du RGPD qui sont imposées à nos écoles, parce que les écoles ont une particularité, c'est qu'elles vont traiter des données personnelles un petit peu particulières dans le cadre des enfants. Autant en entreprise, on a des données personnelles liées aux employés et ça se limite à ça. Dans le cadre des écoles, on a des données liées aux enfants et souvent aussi à leur contexte familial, à leurs parents, peut-être un numéro de téléphone d'un médecin, une fiche de santé de l'enfant. L'autorité qui gère le RGPD en Belgique est très attentive à ce que les écoles mettent en place. Alors, je ne sais pas si certaines écoles ont déjà été contrôlées, mais c'est des choses qui vont certainement s'intensifier. Et si jamais, dans un avenir proche, vous auriez des soucis liés aux données personnelles que vous traitez, que vous stockez, si un des parents ou un des élèves porte plainte, il faut savoir que les sanctions qui sont à l'encontre des écoles vont des sanctions administratives jusqu'aux sanctions financières, hein. Et donc les conséquences peuvent être relativement quand même lourdes à ce niveau-là. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Belgique, enfin la Belgique en tant qu'État est dans le giron de la communauté européenne justement parce que la Belgique est un mauvais élève
Oui, sur oui, ces on l'a questions. vu notamment avec le commissaire Reinders, hein, Ouais, d'ailleurs, qui a signalé certains manquements de notre pays d'un point de vue ouais, RGPD, ouais. Et donc GDPR. la Commission Ça a fait les européenne choux gras de la presse il n'y a pas longtemps. incite l'État belge hein, à renforcer ses contrôles et à renforcer tout ce qui est lié au RGPD, quelle que soit l'activité, et ce n'est pas que pour les écoles, hein, c'est aussi pour les entreprises privées et publiques, évidemment. Quand on parle de RGPD, protection des données, on parle principalement des données personnelles, évidemment. Les données personnelles qui sont liées à des personnes physiques. Donc, si vous avez des données sur des entreprises et des partenaires et des choses comme ça, ce sont des données qui ne sont pas soumises au RGPD. Hein. Donc, si vous avez des fournisseurs ou des partenaires ou des choses comme ça au niveau de l'école, les données liées à ces entreprises ne sont pas considérées comme des données personnelles. On parle de données personnelles propres aux personnes physiques. Et alors, on parle de personnes physiques identifiées ou identifiables. Alors, une personne identifiée, c'est facile à comprendre. C'est toute personne que l'on peut identifier sur base d'un ensemble de données, comme par exemple son nom et son prénom. Et donc, je peux peut-être connaître l'identité d'une personne sur base, par exemple, de son matricule. Donc, le matricule n'identifie pas directement une personne, mais grâce au matricule ou un numéro de registre national, une personne est identifiable. Par rapport à un individu, plus vous aurez de données personnelles hein, qui sont stockées dans vos systèmes et pas forcément les systèmes d'information. Hein. Ce n'est pas forcément des fichiers numériques ou autres. Hein. Ça peut être un registre papier ou des choses comme ça. Plus vous avez d'informations, plus une personne est donc identifiable. Et donc toutes ces données constituent des données privées et des données personnelles que vous devez soumettre au règlement RGPD. Les données que vous allez conserver, les données que vous allez traiter, vous pouvez les conserver dans vos systèmes ou informatiques ou physiques uniquement dans le cadre de 3 modes de traitement. Hein, il y a vraiment 3 traitements qui sont, 3 catégories de traitements qui sont autorisées sur les données personnelles. Il y a déjà ce qu'on appelle les données légales. Alors, les données légales, ce sont toutes les données qui permettent à votre école de fonctionner et de pouvoir atteindre son objectif hein, d'éducation pédagogique, de suivi pédagogique et tout Les ce qui s'en fameuses fiches d'inscription d'élèves, hein, finalement, fiche qu'on rencontre chaque année. d'inscription, donc tout ce qui rentre dans le cadre de l'administratif des écoles, de l'accompagnement et du suivi pédagogique des écoles, toutes ces données-là sont dites des données légales que vous pouvez conserver. Et là, vos utilisateurs, votre communauté, que ce soit les élèves ou leurs parents, euh, ont un certain nombre de droits dessus, mais c'est des données qu'ils ne peuvent pas réclamer ou qui ne peuvent pas demander à être supprimées, parce que ça irait à l'encontre de vos objectifs en tant qu'école. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les données contractuelles. Ce sont des données que vous allez récolter qui sortent un petit peu du cadre de la mission de l'école, mais qui, quelque part, vont permettre à l'école de s'organiser d'un point de vue opérationnel. Par exemple, clairement, hein, dans des données personnelles, une photo d'un étudiant, d'un point de vue administratif, d'un point de vue légal, vous ne savez pas le justifier. Par contre, la photo d'un étudiant, pour mettre en place une carte d'étudiant qui donnerait accès peut-être à la bibliothèque ou accès au repas chaud, des choses comme ça fait donc partie de la vie organisationnelle de l'école. Et donc là, on considère que ce sont des données contractuelles. Pas besoin de consentement pour ces données-là, parce que ça permet à l'école de s'organiser d'un point de vue opérationnel. Par exemple, si on prend l'exemple d'Office 365 et de Teams, pour pouvoir utiliser la plateforme Teams et faire donc du cours distanciel, j'ai peut-être besoin de connaître l'adresse privée de mes étudiants pour leur communiquer leur identifiant, login, password. Il est clair que l'adresse mail privée, d'un point de vue légal, j'en ai pas besoin non plus. Mais pour donner cours à distance, je peux le réclamer. Donc ça fait partie d'un contrat entre l'école et les étudiants, l'école et les parents des étudiants. Donc là, les traitements-là sont justifiables. Ensuite, vous avez une dernière et troisième catégorie de données. Ce sont les données qui ont été consenties. Donc les données pour lesquelles l'école a explicitement demandé l'autorisation à la personne concernée d'exploiter, de traiter, de stocker les données. Et ça, c'est souvent notamment un document que les écoles font signer aux parents d'élèves lors de l'inscription. C'est arrivé il y a Voilà, déjà alors quelques années avec ça, l'émergence des ça peut réseaux se faire lors de sociaux. l'inscription parce que peut-être que l'école anime une page Facebook ou un site internet ou des choses comme ça. Et donc, on demande le consentement des élèves ou de leurs parents, hein, dans le cadre de mineurs, si on peut citer un enfant, si on peut publier une photo d'un enfant ou des choses comme ça. Mais le consentement qui sera signé
signé, donc le document qui sera signé doit être clairement établi dans quel cadre d'activité la donnée va être traitée. Hein, vous ne pouvez pas avoir un document de consentement. Est-ce qu'on peut exploiter les photos dans le cadre des activités des écoles? C'est trop générique. Hein, il faut que le traitement qui sera fait avec ces données soit explicitement mis dans le consentement. Parce que le consentement est donné dans le cadre d'un processus, d'un traitement identifié. C'est pour en faire quelque chose de précis De que les parents précis. donnent leur Voilà, autorisation et donc pas juste une autorisation générique voilà, qui peut être si appliquée à l'école tout a et un site n'importe quoi. internet et qu'elle reçoit le consentement des parents pour publier des photos de groupe ou des photos d'enfants sur son site internet, hein, pour illustrer les activités de l'école ne peut pas réutiliser les mêmes photos pour les mettre sur une page Facebook ou sur un compte Twitter. Parce que là, le consentement n'aura pas été donné pour ce traitement-là. Dans toutes ces données, on va un petit peu jeter un œil sur le dossier de l'élève, parce que je pense que beaucoup d'écoles ont un fichier ou un dossier élève, ou papier ou numérique, qui reprend tout un ensemble d'informations sur des données personnelles des étudiants, des élèves, mais aussi des informations sur le parcours de l'étudiant. Et tout ce qui est données liées, je dirais, aux évaluations, au parcours, au suivi pédagogique, ça fait partie évidemment de données légales. Ces données-là sont propriété de l'école. Effectivement, au sein d'une école, si vous avez différentes sections, ces données peuvent passer d'une section à l'autre, hein, pour une histoire de continuité pédagogique. Mais ces données ne peuvent pas être transmises à d'autres écoles. Le RGPD vous protège dans le cadre des données dans le contexte de votre établissement scolaire. Et donc, si l'enfant change d'école, normalement, l'école ne peut pas transmettre un dossier élève complet à une autre école. Il y a certaines données qui sont dites des données négatives, comme les évaluations, ce sont des données négatives, parce qu'on pourrait considérer que l'enfant qui change d'école, si son ancienne école transmet, par exemple, ses évaluations, ses appréciations et des choses comme ça, la nouvelle école pourrait partir avec un a priori sur l'élève. C'est Et ça, un donc, effet de biais positif ou négatif, hein, finalement, oui, et tout à fait. qui est protégé. Enfin, Oui. on cherche à protéger l'élève dans ce Oui, cas-là, en pour évitant voilà, de. pour une question d'égalité des chances, pour un enfant ou un étudiant, quel que soit son âge, s'il change d'établissement, son passif, en tous les cas, ne devrait pas être transmis. Au même titre, et ça c'est je pense que ça se fait de moins en moins, mais moi je me rappelle de mes années d'études, aussi bien en secondaire qu'en supérieur par la suite, en fin d'année où les résultats étaient affichés aux valves. Donc il faut savoir que ce genre de pratique est interdite, hein. De rendre les évaluations et les cotes de manière publique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, parce que ça reste des données privées. Le fait que j'ai réussi ou raté mon année ou que j'ai des examens de passage, ça doit être communiqué à titre privé vis-à-vis ou de l'élève ou de ses parents. On va déjà faire une petite pause ici pour peut-être donner la parole maintenant à nos participants. Si jamais il y avait des questions, ben, je vous invite à ouvrir vos micros, hein. Johan qui réappuie sur le point donc du changement d'école d'un élève, elle dit ça veut dire qu'on ne devrait pas demander le bulletin d'un élève qui arrive dans notre école. Normalement, non. Après, il y a une question d'attestation. Est-ce que l'élève avait bien réussi son passage dans une certaine année? Il y a des Oui, voilà, informations évidemment qui doivent être transmises, mais tout pas à fait, normalement le passif pédagogique. tout à fait. Et Maintenant, je Jérôme qui pense. réappuie sur la remarque de Johan en disant mais tout le monde le fait, enfin, en tout cas dans son Oui, entourage. effectivement, tout le monde le fait, ou en tous les cas, une grande majorité le fait. Mais si un élève qui arrive dans une nouvelle école se sent un petit peu délaissé par le corps pédagogique et qu'il peut peut-être se rendre compte, c'est parce que l'école connaît son passif, hein, que ce soit des commentaires de comportement ou des commentaires d'évaluation, si l'élève est amené à l'apprendre, il peut déposer une plainte. Quid de l'obligation décrétale de publier les résultats sur les valves? D'un point de vue purement légal, afficher des résultats de manière publique au sein d'une école, le RGPD l'interdit. Maintenant, il faut savoir que le RGPD, c'est un règlement européen. Alors peut-être qu'effectivement, d'un point de vue purement juridique, sur le sol national belge, il y a d'autres décisions qui viennent contredire ce genre de choses. Mais au niveau RGPD européen, communiquer des résultats de manière publique des élèves n'est pas autorisé sans le consentement des élèves. Et si je peux me permettre d'intervenir, Bien le sûr. droit européen prime sur le droit belge. Si notre décret de l'enseignement supérieur n'a pas été changé, en fait, on peut parfaitement nier l'obligation décrétale purement belge. C'est une question juridique, donc je ne suis pas assez compétent que pour vous affirmer ou non ce genre de choses. Si, le droit européen est directement d'application, même Ouais, s'il n'a bon, pas été transposé en droit belge. ouais.
mais c'est à mettre un peu l'administration. Allez, je trouve pas mon bon mot. Ça met en porte-à-faux, quoi. Oui, c'est ça. Ah, C'est évidemment, en évidemment. difficulté. Bah, Mais ça rejoint ce qu'on disait en introduction sur le fait que l'État belge est un mauvais élève pour l'instant est en un termes mauvais de élève au niveau RGPD. Je crois que RGPD. c'est un des symptômes, notamment, à pointer du doigt. Ouais, je dirais qu'en tant qu'établissement, si vous voulez suivre les directives purement nationales et que voilà, dans vos pratiques, les évaluations, les points sont affichés au valve ou tout autre moyen de communication massif, il faut absolument qu'en début d'année, vous ayez le consentement des parents ou des élèves s'ils sont majeurs eux-mêmes pour permettre cet affichage. Et les élèves qui le refusent, très clairement, leurs points leur sont communiqués à titre privé uniquement. En fait, j'avais une question par rapport justement au dossier je reviens sur les dossiers des élèves. Nous, on a une obligation au niveau du premier degré de faire des rapports de compétences pour les élèves en difficulté scolaire, rapports de compétences qui doivent être transmis justement s'ils changent d'école. Ça contredit complètement ici, donc même problème en fait. Alors, vous pouvez transmettre tout ce qui est compétences de réussite et autres. Mais par exemple, si on prend un bulletin, dans le bulletin, vous avez certainement des commentaires de professeurs sur des évaluations et des choses comme ça. Tout ce genre de choses-là ne peut pas être transmis. Ok, donc par contre, les acquis, non acquis de Oui, compétences, ça on bien peut. sûr, parce que Tout à ça fait fait, partie puisque ça fait partie des données là légales qui Ok. permettent à tout établissement scolaire d'atteindre son but pédagogique. Si la matière est acquise ou pas, oui. Maintenant, dans le détail, avec quels commentaires, avec quel type d'évaluation, ça ne regarde pas la nouvelle école. Ouais, donc il faut épurer les commentaires. Ok, Ouais. merci. Benoît qui précise que de fait, on peut anonymiser des résultats via un code personnel associé à l'élève dans une DB propre à l'école, par exemple, de sorte Tout à fait. que ça évite de pouvoir les réassocier par la suite aux personnes correspondantes si on ne fait pas partie du système dans l'école. Donc, Oui, et je rebondis sur la remarque, effectivement, quand on parle de données personnelles et qu'on ne peut pas transmettre, ce sont des données personnelles par rapport à des personnes identifiées ou identifiables. Donc si on ne sait pas identifier la personne ou si elle n'est pas identifiable, on ne parle plus de données personnelles. et là, on est évidemment exempt de toute obligation du point de vue RGPD. Voilà, donc ça c'était mon point de départ théorique. Maintenant, quelles sont les obligations et les actions que vous, établissement scolaire, allez devoir mettre en place? J'ai essayé de récupérer ou de simplifier les différentes étapes que vous allez devoir suivre si vous n'avez rien en place. Première chose, il faut savoir que vous avez une obligation d'information. Tous vos élèves élèves ou leurs parents, évidemment, quand je parle d'élèves, je ferai toujours la similitude avec leurs parents dans le cadre de mineurs, doivent connaître, ou en tous les cas, doivent avoir accès à un certain nombre d'informations concernant votre certificat RGPD et vos processus. C'est quelque chose qui doit être rendu public. C'est une obligation. Pour maintenir toutes vos obligations liées à ce règlement général de protection des données, la seconde étape au sein de votre établissement ou alors au sein de plusieurs établissements quand vous êtes regroupés en PO ou des choses comme ça, c'est assez fréquent, c'est de désigner ce qu'on appelle un DPD ou un DPO, ça dépend si on parle en français ou en anglais. Et donc le DPD, c'est le délégué à la protection des données. En anglais, on parlera de Data Protection Officer. C'est une personne qui est généralement au sein de votre établissement ou en tous les cas au sein de votre pouvoir organisateur. Il arrive fréquemment que ce soit quelqu'un, par exemple, un agent communal ou quelqu'un de l'équipe IT de la commune. Mais vous avez l'obligation, en tous les cas, d'avoir au sein de votre école un point de contact qui soit ce DPD. Et tous vos élèves, comme vos enseignants et votre personnel, doivent pouvoir contacter cette personne, quel que soit le sujet lié au RGPD. Donc c'est quelque chose qui doit être rendu public. Ensuite, en tant qu'établissement scolaire, vous allez devoir mettre en place tout un ensemble de registres et d'inventaires sur les données personnelles. On le verra dans des slides suivants, quels sont ces registres et ces inventaires que vous devez absolument maintenir. Et là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est une obligation. C'est pas juste à votre choix, c'est imposé par l'autorité belge sur le RGPD. Alors, après, vous avez d'autres obligations qui sont... Alors, ça va peut-être un petit peu dépendre de vos activités au sein de vos écoles. Si vous avez des infrastructures informatiques, il faut absolument que pour ces infrastructures informatiques, vous ayez aussi tout un inventaire sur les outils que vous utilisez et les niveaux de protection qui ont été mis en place. Alors, ça a l'air tout bête, mais vous devriez, par exemple, si vous utilisez la plateforme Microsoft 365 Éducation, donc dans l'inventaire des outils IT que vous utilisez, elle doit y être mentionnée, et vous devez y mettre tout ce qui est procédure de sécurité et de récupération.
Par exemple, en termes de traitement, si un élève perd son login et son mot de passe, quelle est la procédure standard? Est-ce qu'on lui rassigne un nouveau mot de passe? Est-ce qu'il faut au préalable bloquer son compte et des choses comme ça? Si vous avez des ordinateurs portables et des choses comme ça, quels sont les antivirus, les anti-spam utilisés? Parce qu'à un moment donné, s'il y a perte d'informations liée à un outil informatique, vous devez pouvoir prouver que vous avez mis en place tous les mécanismes de sécurité pour éviter tout accident de perte de données ou de vol de données ou de vol d'identité. Évidemment, tout ce qui est accès Wi-Fi, firewall, tout ça doit être décrit aussi, hein. Qui peut se connecter au Wi-Fi? Est-ce que le Wi-Fi est public? Est-ce qu'il faut se connecter au Wi-Fi avec un appareil de l'école? Est-ce que, etc., etc., etc. Tout ça doit être décrit. Alors, dès que vous faites l'acquisition de données, et quel que soit ce canal de données, pensez toujours à réfléchir au fait, est-ce que vous avez besoin d'un consentement? Et si ce consentement est nécessaire, il faut absolument l'archiver. Si vous utilisez des sociétés partenaires, hein, peut-être comme celle de Microsoft pour la plateforme éducation, vous devez aussi vous inquiéter de quel est leur niveau à eux de protection sur les données et au niveau RGPD. Si vous faites appel à des partenaires d'infrastructure, hein, chez qui vous louez du matériel informatique, là aussi, il faut absolument avoir un inventaire de ces partenaires et savoir quelle est leur politique RGPD à eux. Ensuite, vous avez une obligation légale de notification. Donc, tout incident lié au RGPD, une perte d'information, une perte de matériel, etc., la personne qui est concernée doit être notifiée. Que ce soit par mail, que ce soit par téléphone, que ce soit par courrier recommandé. Si à un moment donné, on se rend compte que voilà, il y a une photo d'un élève qui aurait été consenti dans le cadre d'une activité scolaire se retrouve sur la page Facebook d'un parent ou d'un quidam, vous avez l'obligation légale et juridique de notifier la personne qui avait donné le consentement pour cette photo que sa donnée a été utilisée hors cadre du consentement. Donc, vous aurez compris que vous devez tenir tout un ensemble de registres et d'inventaires à jour. Alors, moi ici, dans le cadre de l'obligation RGPD, il y en a tout un ensemble d'autres, mais pour les écoles, il y en a 4 principaux, qui est vraiment le minimum que pour pouvoir être conforme vis-à-vis des réglementations générales sur la protection des données. Il y a ce qu'on appelle l'inventaire des données. Chaque donnée que vous conservez, vous devez pouvoir établir cet inventaire sur base des informations suivantes. Où est stockée la donnée? Est-ce que c'est une base de données? Est-ce que c'est un document papier? Est-ce que c'est un document Excel? Est-ce que ça vient de Proeco? Enfin, peu importe, il faut pouvoir identifier la source de cette donnée. Quel est son type? Quelle est sa catégorie? On verra dans le détail tout à l'heure. Quelle est sa sensibilité? Voilà. Il y a des données qui sont dites ordinaires. Hein, le nom d'une personne, c'est une donnée ordinaire. Si on perd cette information, qu'il y a un vol sur le nom de la personne, quel est le risque? Il est relativement minime. Après, il y a des sensibilités plus poussées, hein, comme des données liées, par exemple, à une fiche de santé d'un élève. C'est clairement beaucoup plus sensible. Donc, il faut pouvoir, comme ça, catégoriser les sensibilités. Sur une donnée, dans cet inventaire, on doit aussi parler d'accessibilité. L'accessibilité, c'est de dire qui a accès à cette information. Le numéro de matricule d'un étudiant est-il accessible par le corps enseignant, par les administrateurs, par le secrétariat, par tout le monde? La photo d'identité, par qui elle est accessible, etc. Ensuite, pour chacune de ces données, vous devez positionner une durée de conservation. Clairement, le nom et le prénom d'un enfant, je vais le conserver combien de temps? Alors, ce n'est pas forcément une durée chiffrée. Ça pourrait être une durée un petit peu plus subjective pendant tout le cursus au sein de l'établissement. Et si vous le conservez plus tard, il va falloir le mentionner aussi. Et là, si j'ai un conseil à vous donner, ne conservez pas des données plus longtemps que de raison. Si vous devez conserver des données administratives sur d'anciens étudiants, c'est une chose. C'est pas pour ça que vous pouvez conserver une photo d'identité de ces étudiants. Okay? Donc chaque donnée doit avoir une durée de conservation explicite. Ensuite, pour ces données, il faut aussi identifier ce qu'on appelle les responsables, c'est-à-dire les personnes qui sont en charge de maintenir à jour ces données. Si je reprends le registre des étudiants ou le dossier des élèves, le registre des étudiants, c'est certainement quelqu'un du secrétariat ou en tous les cas de l'équipe administrative. Le dossier de l'élève, qui c'est qui est responsable du suivi du maintien des dossiers d'élèves? C'est souvent le corps enseignant. Et donc, il faut pouvoir dire qui manipule ces données. On n'a pas besoin de dire qui de manière nominative, mais quel type
de population, de communauté manipule ces données. Donc ça, c'est pour l'inventaire des données. Après, vous devez avoir un inventaire des traitements. Donc un traitement, c'est vraiment quelque chose, c'est une procédure assez atomique qui décrit tout ce que vous faites avec ces données. Enregistrer un élève à l'inscription, c'est un traitement. Dans le cadre de l'inscription d'un élève, vous allez récolter des données, il faut dire lesquelles et où elles vont et quelle est leur sensibilité. Et de nouveau, qui est responsable de ces traitements? Qui, au sein de votre établissement scolaire, fait l'inscription des élèves? Est-ce que c'est la direction? Est-ce que c'est le secrétariat, etc. L'organisation des repas chauds, c'est un traitement. Dans le cadre de l'organisation des repas chauds, on a aussi tout un ensemble de données que l'on va traiter, parce que je dois savoir dans mon école qui peut aller au repas chaud et qui ne peut pas y aller. Sur base de quoi? Sur base du matricule, sur base du nom, sur base du prénom, sur base d'une photo d'identité. À vous de voir comment vous acceptez vos élèves au repas chaud. Les évaluations, les remises de bulletins, ce sont des traitements aussi. Donc tout ça doit être relativement décrit. Ensuite, vous avez besoin d'un registre des consentements. Donc pour chaque activité qui n'est donc pas une activité légale ou contractuelle, donc clairement une sortie d'école, une visite de musée, publication de photos sur le site internet de l'école, toutes ces données-là, vous avez besoin d'avoir un consentement pour ces données-là. Et donc, il faut que pour chacune de ces activités, vous puissiez dire quelles sont les dates de cette activité, date de début, date de fin, et archiver l'ensemble des documents de consentement liés à cette activité. Et le dernier, qui est certainement le point d'attention quand on a une fuite de données, c'est le registre des incidents. Donc tout incident lié aux données personnelles que vous traitez au sein de l'école doit être historisé. Imaginons le registre des étudiants est en version document papier pour une raison tout à fait particulière. La direction l'embarque dans sa voiture pour travailler dessus à la maison et le directeur se fait cambrioler et le registre des étudiants est volé. C'est un incident qui doit être remonté. Si au sein de l'école, certains professeurs ont peut-être des laptops ou des téléphones portables qui sont sur lesquels il y a des données de l'école, si l'enseignant perd son téléphone, c'est un incident qui doit être remonté. Parce que potentiellement, si quelqu'un récupère ce téléphone et accède aux données qu'il y a sur le téléphone, il a peut-être des données sur les données personnelles des étudiants ou du corps enseignant. Donc tous ces incidents-là doivent être absolument historisés. On doit donc décrire l'incident, la date de l'incident, sa sévérité. La sévérité sera estimée sur base des données que l'on a perdues. Si j'ai perdu un document dans lequel il y a le nom et le prénom de mes élèves de classe, en termes de sévérité, c'est pas une sévérité très lourde. Mais si dans le document que je perds, il y a le nom, prénom, l'adresse, le numéro de téléphone des parents, en termes de sévérité, c'est tout à fait autre chose. Et donc, on doit décrire ce qu'on a perdu et quelle est là ou les actions qui ont été mises en place pour notifier déjà les personnes concernées ou pour peut-être éviter tout vol de données. Peut-être que vous utilisez des outils comme iTunes et si votre téléphone portable est géré par l'école, peut-être que l'école peut bloquer à distance le téléphone ou effacer les données à distance. Tous ces incidents doivent être complètement historisés et conservés. Donc ça, c'était pour vos obligations internes à votre établissement scolaire. Ensuite, vous devez fournir tout un ensemble d'outils qui permettent de respecter les droits des citoyens. Alors, ces droits sont exactement 2, 4, 6, 7. Il y en a un 8e que je n'ai pas repris parce qu'il est excessivement compliqué à mettre en place pour les écoles. Il ne concerne pas beaucoup les écoles. Mais donc, chaque citoyen, et quand on parle de citoyen dans le cadre d'établissements scolaires, on va parler donc des enseignants, de l'équipe administrative, des élèves et de leurs parents. Le droit à l'information, ça c'est quelque chose qui doit être rendu public. Et dans ces informations que vous allez rendre publiques, il y a déjà l'identité du DPO. Il faut que quand un élève ou un des parents ou un des enseignants a un problème avec des données perdues, volées ou autres, il doit absolument savoir à qui s'adresser. Et le DPO a une obligation légale de répondre à une question ou à une demande dans le mois qui suit la demande, si cette demande est justifiée. Après, la personne en question, ce DPO ou DPD, peut prendre plus de temps, mais en tous les cas, il doit faire un retour à la personne qui a introduit la demande en déant le mois. Vous devez aussi avoir un descriptif sur les données que vous traitez et sur leur délai de conservation. C'est quelque chose qui, normalement, doit être rendu public vis-à-vis de vos communautés d'étudiants et de professeurs et de leurs parents. Si à un moment donné, à l'inscription, vous demandez l'adresse des parents, ce qui est justifié légalement,
clairement, quelque part, il doit être mentionné que cette adresse est conservée dans les données de l'école pour X années ou pour une durée déterminée qui est la scolarité de l'enfant au sein de l'établissement. Mais ça doit être clairement mentionné. Autre droit d'information, c'est que quiconque au sein de votre établissement doit savoir qu'il peut introduire une plainte auprès de l'autorité de contrôle belge. Donc, normalement, vous êtes même obligé de référer comment introduire une plainte. Comme on dit, c'est tendre le bâton pour se faire battre. Ouais. Je l'aime pas beaucoup celle-là, mais En général, c'est des éléments qu'on demande simplement de mentionner souvent dans les oui, informations administratives lors de voilà, c'est l'inscription ça. dans l'école, hein, typiquement. Alors, une dernière chose en termes de droit d'information, et ça, je pense qu'il y a très peu d'écoles qui le font, voire pas du tout. Autant le droit au consentement, c'est quelque chose que les écoles maîtrisent assez bien, mais il faut savoir aussi que derrière le consentement, il y a un droit au retrait sur le consentement. Donc, quelqu'un qui a donné son consentement par rapport à l'utilisation d'une photo sur un site internet et des choses comme ça, ou pour une activité scolaire ou autre, à tout moment, la personne qui a donné son consentement pour des données dans le cadre d'une activité doit pouvoir se rétracter. Et donc là, vous avez l'obligation d'accepter sa demande et de supprimer les données qui auraient été utilisées. Et ce, dans un délai acceptable. Alors, il n'y a pas de notion de durée là, à ce niveau-là, mais dans un délai acceptable. Et là, au niveau légal acceptable, on peut lui dire tout ce qu'on veut, quoi. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les droits d'accès. Donc là, en fait, c'est toute personne concernée pour qui vous traitez des données personnelles peut demander à accéder à ces données et d'avoir un droit de regard, de rectification et de suppression. Si un élève ou un parent se rend compte que dans ces données, son nom, son prénom ou tout à fait autre chose, il y a des erreurs, il peut demander une rectification de ces données et vous avez l'obligation de le faire. Le droit à l'effacement, par contre, c'est un petit peu plus subjectif. Le droit à l'effacement ne concerne que les données consenties. Parce qu'il est clair que les données légales et les données contractuelles qui font partie de l'organisation et de l'opérationnel de l'école peut le justifier légalement parce que ça fait partie de son activité. Moi, en tant que parent, je ne peux pas me réclamer à ce qu'on supprime le numéro de matricule de mon enfant, parce que du coup, l'école ne peut plus atteindre son objectif principal, qui est le suivi pédagogique, etc. Ou effacer tout le contenu du bulletin. Oui, c'est ça. Ce serait sympa en tant qu'élève de pouvoir réclamer l'effacement de toutes les évaluations. Je pense qu'il y en a qui le font déjà, ça demandait. Je pense pas que ça marche, mais il y en a qui demandent. Hein. Le droit aussi à la limitation et à l'opposition. La limitation, globalement, c'est... Alors, si vous faites des consentements par activité, le droit à la limitation est implicite. C'est-à-dire que la donnée que je donne est exploitée dans le cadre d'une activité pour laquelle j'ai donné mon consentement. Mais il y a parfois des données où on ne sait pas les cibler pour une activité en particulier. Une activité, voilà. La photo d'identité, elle est demandée par l'école dans le cadre de la mise en place d'une carte d'étudiant. Mais moi, avec mon droit de limitation, je pourrais demander à l'école que ma photo ne soit pas exploitée pour autre chose que la carte d'étudiant. Ça, c'est un droit un petit peu fondamental, parce que la photo d'identité que j'aurais eue, je l'aurais eue par contrat avec l'étudiant ou ses parents. Moi, au sein de l'école, cette photo, je vais peut-être l'utiliser pour la carte d'étudiant parce que c'est son but premier, mais je pourrais aussi peut-être faire une sorte d'organigramme ou de trombinoscope sur l'intranet de l'école. Si moi, élève, je me rends compte que ma photo est mise sur une page, mais qui est propre à l'école, hein, vraiment un usage interne, ailleurs que sur ma carte d'étudiant, je peux demander à l'école un droit de limitation sur ma photo, qu'elle ne l'utilise pas pour autre chose que ce qui était prévu au départ. Alors, le droit d'opposition, ça fait partie un petit peu aussi du droit de retrait au consentement. Une fois que l'école a des données personnelles liées à ses étudiants ou à ses enseignants, peu importe, je peux raisonnablement demander une opposition à l'usage de ces données, mais cette opposition sera acceptée que dans des situations particulières. Donc, je ne peux pas m'opposer, par exemple, à l'utilisation de mes données d'évaluation, parce que ça fait partie du cadre de l'école. Et alors, le dernier droit, c'est le droit de portabilité. Là aussi, vous avez l'obligation de permettre à quiconque au sein de votre établissement d'avoir une copie complète de ces données personnelles, sous quelque format que ce soit. Un format papier, un format numérique, par mail, sur une clé USB, tout ce que vous voulez. Mais là, ce que prévoit le RGPD, c'est que si
un de vos étudiants, un de vos enseignants ou quelqu'un de votre environnement, de votre établissement scolaire fait valoir ce droit-là, le fait de recevoir cette copie, c'est un acte gratuit, sauf si cet acte est répété. Et donc, pour éviter les abus. ouais. Donc, c'est quelque chose qui, dans le droit de la portabilité, au niveau des renseignements que vous allez donner, qui doit être très clairement mis, voilà, de dire par exemple, en tant qu'enfant ou parent ou enseignant, vous pouvez obtenir une copie de vos données à raison de 1 ou 2 fois par an gratuitement. Et après, il y aura un coût administratif pour les obtenir. Bon, maintenant qu'on a posé la théorie et vos obligations, on va regarder du point de vue implémentation comment cette plateforme Microsoft 365 peut peut-être vous donner un coup de main dans tout ce genre d'obligations et d'inventaires et autres que vous devez mettre dans le cadre du RGPD. J'ai constitué ce que moi j'appelle le référentiel RGPD. Ce sont tout type de données qui vont me permettre de mettre mes inventaires en place. Alors, je vous montrerai après en partage d'écran comment ça a été fait. Mais dans ce référentiel, donc je vous rappelle, hein, je reviens un peu en arrière, dans mes inventaires, inventaire des données, inventaire des traitements, registre des consentements, registre des incidents, ce sont les 4 éléments principaux que je vais mettre en place au travers d'Office 365. Mais pour mettre ces éléments en place, j'ai besoin d'un référentiel. Définir au sein de mon établissement ce que j'entends par accessibilité aux données. Donc, qui accède à ces données personnelles? Est-ce que c'est un accès libre et tout le monde y a accès? Est-ce que c'est un accès dédié à l'administration de l'école? Est-ce que les enseignants y ont accès? Est-ce que les élèves y ont accès? Est-ce que c'est mon équipe IT qui a accès? Alors clairement ici, mon référentiel, il n'est pas exhaustif, hein. Il peut être largement complété, hein. Ensuite, catégoriser ces données personnelles. On parle de données qui sont liées à l'identité de la personne. On parle de données qui servent à communiquer avec la personne. On parle de données médicales sur la personne, de données financières sur la personne, de données pédagogiques, etc., etc., etc. Définir les types. Donc, une donnée personnelle, est-ce qu'elle a été obtenue par consentement, par contrat, ou est-ce que c'est une obligation légale que de l'avoir? La sensibilité de cette donnée. Est-ce que c'est une sensibilité ordinaire? Est-ce que c'est sensible ou très sensible? Ce qui va permettre aussi de donner la sévérité des incidents par la suite. Quelles sont vos sources de données? Un registre papier, un dossier élève, qu'il soit numérique ou papier, la plateforme Office 365, est-ce que vous avez des données dans ProEco, dans des bases de données, dans des fichiers Excel? Donc il faut pouvoir identifier la source. Qui, au sein de mon établissement, a une forme de responsabilité sur ces données? Et clairement, c'est toute personne qui a la capacité de mettre à jour ces données ou de les supprimer. Est-ce que c'est mon administration? Est-ce que c'est mon équipe au niveau du secrétariat? Est-ce que c'est mon équipe informatique? Est-ce que ce sont mes enseignants, mes élèves ou autre chose? La donnée, qui est concerné par cette donnée? Si on parle de nom et prénom, globalement, tout le monde, évidemment. Matricule d'étudiants, ça ne concerne que les élèves. Donc, une photo d'identité pour une carte d'étudiant, ça ne concerne que les élèves. Donc, il faut pouvoir dire qui est le public ciblé par la donnée. Et ensuite, on va évidemment définir les différents types de traitements, quel genre de traitement et de processus vous avez, hein, que ce soit des traitements numériques ou des traitements manuels. L'inscription d'un enfant, c'est un traitement administratif. La remise des bulletins, ça peut être un suivi pédagogique. L'inscription au repas chaud, c'est organisationnel. Donc, on va pouvoir, avec ce référentiel, construire notre RGPD. Alors, je vais maintenant arrêter ma petite présentation. Là, je suis sur une plateforme éducation Office 365 et je me suis construit en fait une sorte d'intranet scolaire en utilisant ce qu'on appelle vulgairement SharePoint. Donc, mon école, qui est une école de test, elle a ce qu'on appelle un intranet scolaire avec une page d'accueil qui montre les activités de l'école et quelques articles. Mais en parallèle à ça, elle a une plateforme dédiée au suivi et au traitement RGPD. Cet environnement RGPD est accessible à tous les utilisateurs de mon école. Pour que les parents puissent s'y connecter, ils vont utiliser évidemment l'identifiant scolaire des élèves. Alors, la première chose que je mets sur cette page d'accueil, c'est tout un ensemble d'informations qui vont concerner l'identité de mon délégué à la protection des données.
que je puisse le contacter, lui envoyer un mail, lui écrire, peut-être l'appeler si son numéro de téléphone est disponible, ou via un formulaire si la personne a un souci avec ses données RGPD, que ce soit pour une correction, une suppression ou quoi qu'il en soit, hein, une demande d'information, une demande de rectification, d'opposition, elle décrit, elle envoie et mon DPD va recevoir un beau petit courrier lui faisant part de ma demande. Donc déjà un formulaire à ce niveau-là. Ensuite, quelque chose qui est assez intéressant de définir et de proposer à vos utilisateurs, c'est une information sur leurs droits. Et donc, je leur propose une page où j'ai repris les différents droits du citoyen et être très transparent est vraiment un point fort au niveau du RGPD. Hein. Donc, ce que veut dire le droit d'accès, ce que veut dire le droit de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition. Et si à un moment donné, voilà, je veux introduire une demande de rectification, parce que moi, en tant qu'élève, j'ai trouvé une faute peut-être dans mon nom de famille ou dans le numéro de téléphone de mon papa ou de ma maman, je dois pouvoir contacter le RGPD et expliciter ma demande de rectification. Donc ça, c'est pour le côté un petit peu public hein, de mon RGPD. Sur les droits des utilisateurs. Pour bien faire dans les droits, j'aurais aussi pu mettre un lien vers l'autorité publique pour introduire une plainte, par exemple, hein, et décrire quelle est la procédure. Ce serait quelque chose d'intéressant aussi à faire. À côté de ça, je leur donne un petit article sur les données personnelles, parce que mon école a une façon un petit peu particulière de traiter les données personnelles qui concernent, en tous les cas, les données personnelles traitées, stockées, collectées dans le cadre de l'utilisation de la plateforme Microsoft 365 Éducation. Parce que mon école utilise cette plateforme-là, ils utilisent Teams pour les cours à distance, pour l'organisation des classes, etc. Donc il faut savoir que dans Microsoft 365 Éducation, vous allez stocker, récolter tout un ensemble de données personnelles liées à vos étudiants et vos enseignants. Donc je leur explique un petit peu comment eux peuvent consulter leurs données et j'y reviendrai par la suite. À côté de ça, à côté de ces informations qui sont donc publiques, alors quand je dis publiques, elles sont accessibles aux gens de mon école. Hein, elles ne sont pas publiques au sens Internet du terme. Hein. Cet espace-là n'est accessible que à mes étudiants. Le SharePoint n'est jamais accessible que des personnes qui ont une identité numérique interne à la plateforme Microsoft. Voilà. J'ai ici 4 listes qui vont me permettre d'implémenter mes obligations RGPD, un inventaire de données, un inventaire des traitements, mes consentements et mes incidents. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de l'inventaire de mes données. Et donc ici, je vais créer vraiment un référentiel de toutes les données personnelles par source que gère mon école, que traite mon école, que stocke mon école. Et là, pas que les données qui sont propres à Office 35, évidemment, toutes les données. Par exemple, dans mon école, la notion de, je sais pas moi, code IBAN, c'est une donnée que j'ai. Pourquoi j'ai le code IBAN des parents? Parce que peut-être que, voilà, dans mon école, il y a un internat. Et au niveau de l'internat, j'ai besoin du code IBAN des parents de l'enfant pour pouvoir, en fin d'année, peut-être, s'il y a eu un trop payé, les rembourser ou des choses comme ça. Hein, ça pourrait arriver. Et donc, ce code IBAN, où est-il stocké? Il est peut-être stocké dans le dossier de l'élève, je ne pense pas. Il est peut-être stocké sur Office 365, certainement pas. J'ai peut-être un fichier Excel quelque part sur un poste de travail dans lequel j'ai tous les codes IBAN. Ce code IBAN, quelque part, si je l'ai obtenu, c'est pas par consentement, c'est pas une obligation légale, c'est plus par contrat. Parce que quelque part, l'élève qui est à l'internat, quand il signe sa présence à l'internat, il signe un contrat comme quoi, voilà, il est maintenant interne. Et pour devenir interne, il y a un certain nombre d'informations qui doivent être données. Donc, c'est par contrat. Alors, ce code IBAN, je vais devoir le catégoriser. Est-ce que c'est une donnée de communication? Est-ce que c'est lié à l'identité de mon élève? Clairement pas, mais c'est bien une identité financière. Dans quel type de traitement? C'est clairement de l'organisationnel. Les personnes concernées, ce sont mes élèves ou assimiler leurs parents. Hein. Je n'ai pas besoin du code IBAN de la direction, j'ai besoin du code IBAN des parents des élèves. Qui est responsable de cette donnée-là? Ce sera certainement le secrétariat scolaire et peut-être aussi l'administration de l'école. Qui a accès à cette information-là? L'administration,
Définir si c'est une donnée sensible ou pas. Est-ce que c'est une donnée ordinaire, sensible, très sensible? Bon, et ici, clairement, c'est une donnée sensible. Le code IBAN, même si quelque part je perds l'information, on ne sait pas en faire grand-chose à part verser de l'argent sur le compte du parent. C'est pas très grave, ce serait même peut-être heureux pour le papa ou la maman. Et puis, je dois définir une durée de conservation. Et là, la durée de conservation, ça peut être une durée chiffrée, cette année. Ou alors, de manière plus descriptive, le temps que l'élève soit interne. Donc, il faut pouvoir exprimer une durée, qu'elle soit explicite ou implicite. Et donc, je vais comme ça construire tout un ensemble d'inventaires. Alors, j'ai des données qui vont être répétées plusieurs fois. Par exemple, la notion de nom et prénom. Le nom et prénom, il est présent dans le registre. C'est une obligation légale. Il sert à identifier les élèves. C'est une sensibilité ordinaire. C'est un traitement administratif dont le responsable est le secrétariat scolaire. Qui a accès à ça? Peut-être tout le monde. Par contre, j'ai aussi la notion de nom et prénom dans le cadre de ma plateforme Office 35, parce que c'est un outil qu'on utilise à titre pédagogique au sein de mon école. Ce nom-là, le nom et prénom de l'enfant, pour Office 35, c'est une donnée contractuelle. Mon école propose un enseignement à distance. C'est donc un outil que je propose à mes élèves et à leurs parents. Et donc, dans le contrat qui me permet d'utiliser cette plateforme-là, j'ai besoin du nom et du prénom de l'enfant. C'est donc là, maintenant, une donnée contractuelle. Elle sert à identifier. C'est une donnée ordinaire. C'est de l'opérationnel pour tout ce qui est cours à distance. Et qui est responsable de ces données? Là, ce sont des données numériques, donc certainement l'administrateur informatique et les enseignants. Et donc, je vais comme ça établir tout un inventaire de toutes les données que je gère, qu'elles soient papier, qu'elles soient numériques, dans quel cadre elles sont utilisées, leur sensibilité, les personnes qui sont concernées, les personnes qui en sont responsables et leur durée de conservation. À côté de ça, j'ai un inventaire des traitements. L'inventaire des traitements, comme je vous le montre ici, l'accès à Office 35, un traitement, ça peut être une inscription scolaire. Inscription scolaire, c'est un traitement. C'est un traitement de type administratif. Quelle en est la finalité? J'ai mis un Y, je ne sais pas pourquoi. Quelles sont les données concernées? Qu'est-ce que je récolte comme information lorsque je fais une inscription? Le nom, décidément, j'arrive pas à écrire, l'adresse du domicile, le nom des parents, qui est responsable? C'est l'administration et certainement le secrétariat de l'école. Qui sont les personnes concernées dans le cadre d'un traitement inscription à l'école? Ce sont les élèves et je fais enregistrer. Et donc, je vais comme ça inscrire tous les traitements qui sont opérés. Ensuite, mes fameux consentements. Pour mes consentements, c'est un petit peu différent. Je vais d'abord inscrire une activité. Sortie scolaire pour les 6e. Donner un petit descriptif. Voyage à la mer du Nord. Voilà. Quand est-ce que ça va avoir lieu? Aujourd'hui. Si je pars une seule journée, je me répète 2 fois la même date. Si ça doit durer plus longtemps, parce qu'on passe la nuit sur place, je mets ma date de fin différemment. Et une fois que j'ai créé ma sortie scolaire, je vais pouvoir y charger l'ensemble de mes consentements. Tous les documents qui auront été signés par les parents, parce que dans le cadre de cette sortie scolaire, j'ai besoin de faire des photos, peut-être de les publier après sur le site internet de l'école. J'ai besoin peut-être aussi d'avoir le numéro de téléphone personnel des parents si jamais j'ai un problème de santé, des choses comme ça. J'ai besoin de connaître les allergies alimentaires de certains ou les habitudes médicales. Et donc, tout ça, je vais le récolter. Alors, peut-être que pour un voyage à la mer, j'en ai pas besoin, mais si je pars au ski, c'est peut-être intéressant d'avoir une fiche de santé des étudiants. Et donc, tout ça, je vais les récolter sous forme de consentement et je vais les stocker ici. Comme ça va me permettre de me dire, si jamais j'ai besoin de prouver que j'ai eu le consentement pour une activité, je reviens sur ma liste de consentement, je retrouve mon activité scolaire et je vais retrouver tous les documents que j'ai eus.
Et si quelqu'un s'est rétracté sur son consentement, je pourrais ici le notifier. OK, donc c'était une petite liste qui permet de décrire les activités et pour chaque activité, récolter les documents signés. Ensuite, un registre des incidents. Là, le registre des incidents, ça va me permettre de dire, voilà, à un moment donné, vol de GSM, description, c'est, je sais pas moi, Madame Durand s'est fait voler son GSM, voilà, save. Quand ça a été constaté, ben, elle me l'a notifié aujourd'hui. Son téléphone contient tout un ensemble d'informations parce qu'elle utilise Teams dans sa version mobile. Elle a peut-être un OneDrive connecté et dans son OneDrive, elle a peut-être des fiches d'évaluation de ses élèves et des choses comme ça. Donc la perte de son GSM, ça veut dire perte de données. Ces données sont principalement liées aux élèves. Source de données impactées, qu'est-ce qu'elle a perdu? Ben, si c'est forcément des données numériques, peut-être liées à Office 365 ou peut-être, je ne pense pas qu'il y ait une version mobile de ProEco, mais pourquoi pas? Et quelle action, moi, en tant que DPO, je vais mettre en place? Alors, j'ai la chance d'avoir un outil de gestion des téléphones professionnels et donc j'ai bloqué le téléphone à distance. Et j'ai lancé une procédure d'effacement. Quelle est la sévérité de l'incident? Ben non, il n'y a pas aucun risque, certainement pas, mais c'est un risque peut-être faible et je vais l'enregistrer. Sur base de ces incidents, maintenant je dois décider peut-être aussi de notifier les gens concernés. Donc, Madame Durand est élève de 6e primaire. Je dois contacter les parents de tous ces élèves et leur dire, voilà, on a peut-être un souci de perte d'information, soyez attentifs dans les jours qui viennent, mais on va faire en sorte de récupérer ces données. Donc, j'ai là tout un ensemble d'outils dans cette plateforme qui me permettent quelque part de répondre à mes obligations de base RGPD, mon inventaire de données, de traitement, des consentements et des incidents. En parallèle à ça, sur les données personnelles, j'explique à mes utilisateurs qu'ils ont une certaine forme de contrôle eux-mêmes sur les données personnelles au travers de Teams. Alors, ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément disponible pour toutes les écoles, mais en tous les cas, les écoles qui utilisent notre application Timi, certaines peut-être la connaissent déjà, dans Timi, on a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un module RGPD qui permet à chaque personne qui utilise mon environnement Microsoft 365 d'obtenir une vue sur ces données personnelles RGPD, mais les données provenant de Microsoft 365. Il est clair que les données qui sont dans le registre ou les données qui sont sur ProEco, on n'y a pas accès depuis ce module-là, mais en tous les cas, il a accès à toutes ces données que l'école traite et stocke et sauvegarde dans le cadre de son utilisation Microsoft 365. Donc ici, mon élève Adoel Galliane, elle peut aller consulter les données personnelles que son école a sur elle dans le cadre de son utilisation de Microsoft 365 Éducation. Et donc, on va offrir à cette personne de quoi récupérer, visualiser déjà. Donc, l'obligation de consultation au niveau du citoyen, de l'accès au citoyen, là, est respectée. Elle va pouvoir télécharger son document. On va donc lui transmettre dans un format fort sympathique qui est Word, une copie de ces données. Et elle pourra aussi, si elle le souhaite, contacter le DPO en lui écrivant un petit courrier directement. Et on va aussi lui permettre de gérer certaines données qui lui sont personnelles pour pouvoir les rectifier, les adapter, les supprimer ou les compléter. Parce que la plateforme Microsoft 365 propose un outil qui s'appelle Delve, qui est souvent méconnu, mais qui permet à mon ami ici, à mon élève, j'ai oublié son prénom, Adoel, d'aller voir quelles sont les données qu'elle a exposées. Et donc, elle peut se rendre compte qu'elle a fourni un numéro de téléphone portable et un numéro de téléphone personnel, et se dire non, non, ça je veux pas,
j'efface, ça je corrige, je valide. Elle a mentionné sa date d'anniversaire, mais elle veut ne pas le rendre public, elle veut uniquement le conserver pour elle. Donc elle a un certain nombre de données qu'elle peut déjà elle-même consulter, modifier, adapter ou effacer au travers de Delve. En parallèle à ça, toujours dans le cadre de cet inventaire de données, donc je vais juste vous montrer au niveau SharePoint l'inventaire de mes données que je vous ai déjà montré d'ailleurs. Ici, j'ai mon inventaire de données. Maintenant, vous devez aussi conserver dans vos historiques ce qu'on appelle le rapport RGPD sur les données personnelles. Et donc là, notre application Timmy va vous aider. Alors, je rappelle que l'application est gratuite, hein. Quand je lance Timmy, je vais prendre mes utilisateurs de P4, parce que je ne vais pas tous les prendre. Voilà, plop. Mes élèves de P4. Dans mes outils, j'ai la possibilité de demander un rapport RGPD sur les données Microsoft 365 pour tous mes élèves qui sont en 4e primaire. Parce qu'on ne sait jamais, hein, si un élève réclame une copie de ces données et qui ne sait pas le faire au travers du module Teams, ou vous-même, hein, dans le cadre de votre historique, vous voudriez peut-être conserver une copie à un instant T des données que vous avez sur vos étudiants. Donc, si un petit rapport RGPD, on va retrouver Galiane parce qu'elle est en P4, mais je vais retrouver aussi Céliane, Cyrielle, Lou, Cyril, hein, c'est tous des élèves de P4. Et j'ai chaque fois en fait un rapport RGPD qui n'est plus un rapport individuel, mais un rapport pour un ensemble d'élèves. Et donc, ça me permet de voir peut-être qu'effectivement, j'ai des données un petit peu bizarres que je ne devrais peut-être plus conserver ou que je n'exploite plus pour certains élèves. Donc là, c'est intéressant de conserver tous ces petits rapports et de les historiser. Ok, mais donc ça fait partie des outils que Timmy propose en complément, je dirais, de la base vitale que vous pouvez mettre en place sur votre intranet. Voilà, des questions par rapport à ça jusque-là? Jérôme, les données Team SharePoint sont uniquement sur le serveur en Europe ou les backups hors Europe. Si c'est le cas, c'est bien d'avoir des données hébergées en Europe. Bah, si monsieur veut une réponse détaillée technique, sauf avis contraire, quand vous avez créé votre tenant éducation, vous lui avez notifié que vous étiez une école belge. Sauf si pour rire, vous avez mis Tokyo. Donc, effectivement, les données de votre tenant Office 365 Éducation sont en Europe et plus précisément à Dublin. Le data center principal est à Dublin et tout ce qui est backup et miroir sont aux Pays-Bas. Donc oui, vos données sont exclusivement sur le territoire européen. Sauf si vous-même, vous en faites des copies ailleurs, quoi. Je ne sais pas si tu peux le montrer, peut-être Arnaud, dans le Dis-moi. panneau admin du tenant, tu sais, le volet Compliance RGPD. Alors, attends, parce qu'il faut que je retrouve ça. Hop, 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 d'administration. Ouais, il est tout en bas. Conformité. Si je me souviens bien, voilà. Donc, C'est on va pas le détailler, hein, c'est pas le but ici. Non, mais c'est pas des choses que j'utilise tous les jours, évidemment. Non, bah voilà. Et donc, voilà, c'est ça. Voilà. Après, la plateforme de Microsoft 365 va vous fournir des outils hein, de mise en conformité, d'audit et autres. Bon, là, ça va nécessiter d'autres compétences que ce que je vous ai montré jusque-là. Mais pour être compliant, Microsoft 365 fournit un outil de suivi de conformité. Hein. Voilà. Et donc là, évidemment, il est pas, voilà, il est pensé de manière très très large, hein, pas Oui, uniquement pour le il secteur n'est pas que scolaire. RGPD. Hein, Voilà, et il gère toutes les compliances en fait mondiales. Hein. Le RGPD, c'est la compliance européenne, mais il y en a d'autres selon les régions du monde. Mais voilà, c'est une partie à part entière du panneau admin de n'importe quelle plateforme Microsoft 365. Donc, mais voilà. ça ne suffira pas pour être. Non, tout à fait. Par rapport au RGPD, c'est pas suffisant. C'est un outil de vérification, mais c'est pas, voilà, ça ne remplace pas les actions que tu as présentées en détail aujourd'hui de manière très très claire. Parce que voilà, je me suis amusé avec Teams. Donc moi, j'ai construit une sorte d'intranet scolaire, ok, qui est propre à SharePoint. Mais je sais que beaucoup de gens n'aiment pas SharePoint. Pourtant, tu as démontré aujourd'hui qu'il y avait de gros intérêts en fait à s'intéresser Oui, il y a un gros intérêt grâce à l'outil que tu as montré en démonstration. Mais je viens en avant-première de déployer le connecteur Viva bureautique.
Ah, terrible, terrible. Moi, je n'ai pas encore fait ça sur mon Et donc, tenant. Donc, j'ai intégré une application Teams qui permet d'avoir ce qu'on appelle Site Home Page SharePoint dans Teams. Et donc, j'ai accès maintenant à l'intranet depuis Teams, ouais, sans aller dans SharePoint. ce petit bouton génial qui affiche le site portail SharePoint de Ouais. l'école, s'il y en a un, directement dans l'interface de Teams, dans le volet gauche des raccourcis, la connexion Viva, comme tu le dis si bien, Arnaud. Qui sera disponible officiellement fin 2021. Yep. Jérôme pose une question qu'on a déjà posée souvent. Malheureusement, ça, je peux déjà te répondre moi-même. Jérôme, non, un site SharePoint n'est pas transposable d'un environnement dans un autre. Non. Mais par contre, je pense que si ton PO est intéressé sur apprendre comment mettre en place ce genre de structure, Néomythique et l'équipe d'Arnaud sont tout à fait disponibles pour en discuter. Et je pense même, Arnaud, tu me corrigeras si je me trompe, pour effectuer ce genre de prestations, Bien sûr. construction d'un portail ou de plusieurs portails SharePoint. La création du portail sans la publication des données, parce que ça sera propre à chaque école, mais une telle structure comme elle est là, il y a pour 4-5 heures de travail maximum, quoi. Voilà, donc ça coûtera pas un point à l'école d'externaliser cette création en passant par l'équipe de Néomythique, et ça peut vous faire gagner énormément de temps, et après vous avez directement sous la main un outil pratique qui n'a plus qu'à être utilisé et dont vous n'avez pas à prendre en charge toute la construction. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir aussi, puisque c'était la première approche qu'on proposait ici sur cette thématique bien, bien lourde. Mais moi, j'ai passé vraiment un très, très bon moment. Et donc, merci Arnaud de cette présentation. Merci à toi pour la confiance, en espérant que ça apporte un petit peu plus d'éclaircissement parce qu'en définitive, c'est lourd, mais c'est pas si compliqué que ça, une fois qu'on est un petit peu outillé correctement.